Bonjour à tous, bienvenue donc au troisième webinaire sur le thème crise sanitaire, reprise, quel impact sur le droit du travail organisé par Welcome to the Travel, Vertical Emploi Formation de Tourmag, avec en intervenante maître Alice Goutner, avocate au barreau de Paris et docteur en droit qui dirige le pôle droit du tourisme au sein du cabinet Alchemist Avocat. Alors, ce webinaire vous permettra d'être au courant des dernières actus donc en droit du travail et au niveau jurisprudentiel. Donc, nous évoquerons aujourd'hui les sujets suivants. La loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, l'évolution des taux d'activité partielle, les modalités de reconduction de la prime Macron, le projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, les nouvelles règles de congé paternité, et enfin, les actualités jurisprudentielles. Notre experte en droit du travail répondra également à vos questions si vous en avez. Donc, je vais laisser la main donc, à Caroline Lelièvre, journaliste spécialisée en emploi formation qui travaille à mes côtés, et à maître Alice Goutner. Merci Valérie. Bonjour maître Alice Goutner. Je vous propose de débuter cet échange par un point sur les dispositifs gouvernementaux d'accompagnement de sortie de crise. La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été votée le 31 mai 2021. Maître Alice Goutner, que faut-il retenir de cette loi? Oui, donc là, on est sur une nouvelle loi et une nouvelle étape qui est l'idée qu'on va sortir de la crise, comme dit le nom de la loi elle-même, et que du coup, tous les aménagements qu'il y a pu avoir en matière de droit du travail et qui ont pu bénéficier à tous vont maintenant soit disparaître, soit bénéficier simplement aux secteurs particulièrement touchés et qui continuent à être touchés par la crise, et ce qui est notamment le cas de votre secteur touristique. Donc, on est vers un accompagnement, vers le retour soit au droit du travail normal, entre guillemets, soit à des dispositifs qui vont être applicables que pour vos secteurs et souvent à condition d'avoir des accords de branche ou des accords d'entreprise, comme on va le voir en fonction des thèmes sur lesquels il reste des aménagements. Donc, une des prolongations qui a lieu jusqu'au 30 septembre simplement, c'est la reconduction des aménagements possibles par accord d'entreprise pour les contrats courts. Donc ça vous permet, soit si vous aviez déjà conclu un accord, de le proroger jusqu'au 30 septembre 2021, soit d'en conclure un nouveau très rapidement, parce qu'on est le 13 juillet, pour diminuer le délai de carence entre les contrats courts, c'est-à-dire que vous n'appliquez pas la disposition du Code du travail qui prévoit, par exemple, en fonction de la durée du CDD, qu'il y ait un tiers de temps de carence avant de reprendre quelqu'un d'autre sur le même motif, et qui peut permettre de déroger au nombre maximal de renouvellement des contrats courts, sachant que ces dispositions ne s'appliquaient pas pour pourvoir non plus un emploi permanent. Il faut quand même garder la notion de contrat à durée déterminée. C'était juste un moyen de les reproduire dans un nombre plus important ou avec des délais de carence plus courts. Donc, soit votre accord, vous le prorogez actuellement jusqu'au 30 septembre, sinon, après, on va revenir au droit commun des contrats à durée déterminée après le 30 septembre 2021. D'accord. Cette loi prolonge également les mesures sur les congés payés et les jours de repos? Oui, tout à fait. Donc ça, on continue à proroger la possibilité d'imposer par accord collectif à ses salariés 8 jours maximum de congés payés et 10 jours maximum de repos qui, eux, peuvent être imposés par décision unilatérale de l'employeur. Attention, parce que cette faculté qui existait déjà depuis l'année dernière, si vous l'avez déjà utilisée, vous ne pouvez pas la réutiliser, vous ne pouvez pas de nouveau imposer ces jours-là, sauf pour simplement 2 jours de congés payés supplémentaires. Donc, si vous avez déjà utilisé cette voie-là l'année dernière ou en début d'année en 2021, c'est simplement 2 jours de plus qui pourront être ajoutés. Donc, bien distinguer s'il s'agit de jours de congés payés qu'il vous faut un accord collectif applicable à votre entreprise. Donc, il faut négocier selon les conditions applicables en fonction de votre taille d'entreprise, de la présence d'un CSE, de délégués syndicaux ou non. Par contre, pour les repos, c'est-à-dire notamment pour les RTT, vous pouvez le faire par décision unilatérale en tant qu'employeur et donc imposer de poser ces jours avec un délai de prévenance quand même raisonnable pour éventuellement faire face à une diminution de l'activité. Vous pouvez aussi inciter, sans être dans l'imposer comme le prévoient ces possibilités-là, vous pouvez inciter les salariés à épuiser les jours de congés payés et de RTT si vous êtes dans la situation qu'on va voir après,
de mise en place d'un accord d'activité partielle de longue durée et que vous voulez éventuellement offrir la possibilité ou conseiller à vos salariés d'utiliser ces jours-là plutôt que basculer en activité partielle où ils seront moins indemnisés. D'accord. La date butoir pour les entretiens professionnels est, elle, maintenue au 30 juin 2021. Oui, donc là, on est à une date postérieure puisqu'on est le 13 juillet. Donc, on avait prorogé la possibilité de faire les entretiens qui devaient avoir lieu depuis 2020 jusqu'au 30 juin 2021. On n'a pas rallongé à nouveau le délai. Donc, théoriquement, vos entretiens professionnels, que ce soit celui qui doit être fait tous les 2 ans ou s'il y avait des salariés concernés, l'entretien professionnel récapitulatif qui doit être fait tous les 6 ans, vous aviez théoriquement jusqu'au 30 juin 2021 pour les conduire. Après, la loi est ambiguë puisque par contre, elle reporte la mise en œuvre des sanctions pour les entreprises de plus de 50 salariés, donc jusqu'au 30 septembre. Donc, ça signifie que théoriquement, vous deviez l'avoir fait jusqu'au 30 juin, mais qu'en fait, des sanctions ne seront prises sur le non-respect de cette obligation qu'à compter du 30 septembre. Donc, en théorie, vous pouvez encore avoir une soupape. On verra aussi une actualité jurisprudentielle sur ce point qui montre qu'il n'y aura pas forcément de sanctions automatique si notamment on a assuré le droit à la formation de son salarié. Mais en principe, vous deviez avoir respecté votre obligation pour les entretiens professionnels avant le 30 juin. Très bien. Alors, il y a également du nouveau concernant l'activité partielle? Oui, donc effectivement, là, dans cette loi, on a une habilitation du gouvernement à prendre de nouvelles ordonnances en matière d'activité partielle. Donc, on pourra avoir éventuellement, dans les mois qui viennent, de nouvelles ordonnances sur ce sujet-là. Et on est sur, comme on va le voir, une prolongation des régimes existants. Vous aviez eu un webinaire le 3 mars dernier avec ma collègue Camille Gournon, pour ceux qui ont pu le suivre, où on avait commencé vous aviez commencé à étudier ce régime de basculement vers l'activité partielle de longue durée. Et c'est ce qu'on va vous expliquer maintenant de là où on en est. Après, ouais. Très bien. Alors, où en est-on justement de l'activité partielle? D'ailleurs, je pense qu'il faudrait distinguer chômage partiel et activité partielle de longue durée. La PLD, Oui. est-ce que vous pouvez nous préciser ces deux termes? Alors, par chômage partiel, en fait, donc c'est l'activité partielle plutôt de droit commun, c'est-à-dire que c'est la première qui a été appliquée pour faire face à la crise du coronavirus, qui était celle qui était prévue en soi au sein du Code du travail, dont les conditions ont été un petit peu assouplies pour faire face à la crise qui n'était pas prévue en 2020. Et maintenant, on bascule vers un autre régime qui est l'activité partielle de longue durée, qui elle a vocation à s'appliquer aux secteurs qui sont durablement touchés par la crise et donc notamment au secteur touristique et qui vont permettre de maintenir ce dispositif pendant les 3 années à venir sur un maximum à chaque fois de 24 mois et de pérenniser cette possibilité avec des aides de l'État plus pérennes si on se trouve dans ces secteurs-là et dans l'application de ce régime-là. Alors que l'activité partielle de droit commun, elle a vocation en réalité à disparaître dans son application par rapport à la crise du coronavirus. D'accord. Alors, quid de l'évolution des taux applicables, s'il vous plaît? Ouais, Quel est le calendrier? En fait, on voit dans ce tableau-là les taux de droit commun et l'évolution des taux pour les secteurs protégés S1. Donc, ce qu'on appelle les secteurs protégés S1, c'est le secteur dans lequel vous devez normalement la plupart vous trouver, puisque il figure toutes les activités d'agents de voyage, d'hébergement touristique, de guides conférenciers, de transport routier pour les touristes. Donc, tout le secteur touristique, globalement, est listé dans ces secteurs protégés S1 qui, eux, ont le droit à un maintien au niveau des taux qui est plus important que les autres secteurs de l'économie française. Donc, on voit qu'il y a une évolution des prises en charge des taux. Donc, vous pouvez être soit en taux secteur protégé S1, voire dans une autre étape qui vous permet encore d'avoir un taux encore plus important de maintien, qui est si en plus d'être dans ce secteur touristique, vous avez une baisse de votre chiffre d'affaires supérieure à 80%. Donc, pour ceux qui sont vraiment dans des situations économiques graves par rapport à la crise, vous vous trouvez en plus dans cette colonne-là et dans ce secteur. Donc, on voit qu'on a petit à petit une baisse importante et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'à compter du 1er novembre 2021, quelle que soit la colonne dans laquelle vous vous trouvez, tout secteur de l'économie, secteur protégé ou secteur protégé avec une baisse supérieure à 80%,
on va avoir une forte baisse de la prise en charge par l'État en cas d'activité partielle, puisque l'allocation va passer à 36% de la rémunération brute. Donc, effectivement, à partir du 1er novembre, on a une grosse incitation, si vous faites partie des secteurs qui le permettent, à passer à l'activité partielle de longue durée et à passer sur ce régime-là qui prendra en compte notamment des mesures pour préserver l'emploi parallèlement aux aides de l'État. Très bien. Donc, la synthèse en vue du basculement vers cette fameuse APLD, donc activité partielle de longue durée, c'est que si vous étiez de droit commun, si vous étiez hors secteur 1 et hors forte baisse, elle était déjà plus intéressante depuis avril 2021. Si vous êtes en secteur 1, c'est-à-dire que vous n'avez pas une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 80% et vous êtes bien dans les activités touristiques listées par le texte, le régime était équivalent jusqu'en juillet. Et à partir du mois prochain, à partir du mois d'août, c'est intéressant de mettre en œuvre l'activité partielle de longue durée pour une meilleure prise en charge côté employeur. Pour le secteur 1, qui avait une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 80%, c'est la même chose jusqu'en octobre 2021. Ça deviendra intéressant à partir de novembre. Donc, l'idée dans vos entreprises, c'est vraiment de basculer absolument à l'activité partielle de longue durée dès qu'elle devient plus intéressante, puisque vous êtes évidemment dans un secteur tout à fait éligible. Et que par rapport à ce qui a pu vous être dit dans le dernier webinaire, donc il y a bien eu une extension de l'arrêté qui a validé l'accord collectif qui est intervenu pour la convention collective des agents de voyage. Donc, vous avez donc, vous, dans votre secteur, si vous relevez bien de cette convention collective nationale des agents de voyage, vous avez un accord collectif d'activité partielle de longue durée qui est applicable. Certes, cet accord prévoit une incitation à en plus conclure des accords au niveau de vos entreprises et de vos établissements dans un souci de dialogue social. Donc, c'est possible de suppléer cet accord collectif par un accord au niveau de l'entreprise, mais c'est aussi possible, vu que cet accord collectif, s'il s'applique bien à votre branche et que vous êtes bien dans cette convention collective, de l'appliquer en tant que tel. Et donc, vous avez une possibilité, là, dès le mois d'août, si vous êtes simplement en secteur 1, de basculer sur ce régime-là qui vous permet d'identifier un certain nombre d'emplois qui devraient relever de l'activité de partielle. Vous avez en annexe de cet accord négocié par votre branche un modèle de décision unilatérale de l'entreprise que vous pouvez consulter, qui est très bien fait pour appliquer à votre entreprise cette activité partielle de longue durée, ce qui vous impose du coup de faire un diagnostic de la situation économique précis, de lister les emplois visés. Donc, vous devez viser des emplois, vous n'êtes pas obligé d'appliquer l'activité partielle de longue durée à tous vos salariés. Vous pouvez viser un groupe de salariés homogènes, par contre. Vous ne pouvez pas, au sein d'un groupe, dire que telle personne sera en activité partielle et par l'autre. Il faut faire des roulements et concerner un groupe quand même qui a une homogénéité au niveau de ses fonctions. Ça vous permet, du coup, la mise en œuvre de cet accord de branche, d'avoir 50% de temps de travail en activité partielle de longue durée sur une période de 24 mois. Donc, les 24 mois ne sont pas obligés d'être continus, ils peuvent être sur les 3 ans à venir. Donc, il peut y avoir des périodes où vous ne mettez rien en œuvre. Et cette notion de 50% de temps de travail, elle s'apprécie sur la globalité des 24 mois. Donc, vous pouvez très bien, en fonction des besoins de votre activité, avoir une période d'activité partielle à 100% sur un mois, alors que le mois d'après, il n'y a personne qui est en activité partielle. L'idée, c'est d'arriver à ce taux de 50% d'activité partielle maximale par rapport à ce qui a été négocié dans votre branche. Le diagnostic de la situation de votre entreprise, il est vraiment très important puisque c'est ça qui va justifier ce bénéfice de ces aides d'État sur les salariés en activité partielle et c'est ça qui va justifier que vous prenez des mesures en faveur du maintien de l'emploi. Donc, votre accord de branche, il indique bien qu'il faut tout faire pour éviter les licenciements économiques. Et donc, pour justifier que finalement, malgré tout ce que vous avez fait, vous allez être obligé d'avoir des mesures de licenciement, de plan social, il faudra démontrer que par rapport au diagnostic économique initial, vous êtes dans une aggravation, une détérioration de la situation. C'est important de porter un diagnostic économique fiable pour ensuite démontrer si vous devez arriver à des mesures plus drastique de licenciement, démontrer pourquoi, malgré ce dispositif d'activité partielle de longue durée, vous avez dû basculer
vers ces mesures-là. Très bien. Et alors, concernant l'indemnisation? Donc, pour le salarié, quand on est dans ce cadre-là, du coup, d'activité partielle de longue durée, notamment donc, via votre accord de branche, le salarié, lui, est indemnisé à hauteur de 70% de sa rémunération brute. Votre accord n'a pas négocié de prise en charge complémentaire par l'employeur, ce qui est assez logique par rapport à la situation économique du secteur. Il y a un plancher de 8,11 € de l'heure et un plafond de 32,29 € de l'heure. L'indemnisation est plus favorable que l'activité de droit commun sur le long terme, puisqu'on avait vu dans le premier tableau que sur le long terme, les salariés en droit commun passaient simplement à 60% d'indemnisation. Il y a le même régime social de faveur que pour l'activité partielle de droit commun, donc les mêmes avantages en termes de cotisation sociale. Les allocations versées à l'employeur sont 60% de la rémunération brute par heure chômée, avec pareil le plancher à 8,11 €. Il y a eu une revalorisation avec le décret du 28 mai 2021 et un plafond de 27,68 €. Là aussi, la PLD, donc, comme on l'a dit, devient plus intéressante que l'activité partielle dans le secteur touristique à compter du mois d'août ou novembre pour celles qui ont une forte baisse du chiffre d'affaires. Donc, bien anticiper ces échéances pour basculer sur ce régime-là si vous avez toujours besoin d'avoir recours à l'activité partielle compte tenu de la situation économique de votre secteur. Très bien. Alors, autre actualité, la reconduction de la prime Macron. Donc, pour rappel, il s'agit de la prime exceptionnelle de 1 000 € versée aux salariés dont le salaire est inférieur à 3 SMIC. Alors, dans quelle mesure sera-t-elle reconduite? Alors, pour l'instant, c'est dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021. Donc, il n'a pas encore été adopté, mais a priori, ce point-là ne fait pas l'objet de débats particuliers, donc il devrait être promulgué. Donc, on reconduit pour l'année 2021 cette prime introduite en 2019, dite prime PEPA, qui va concerner vos salariés dont les salaires ne dépassent pas 3 fois le SMIC. Donc, c'est vraiment pour les plus bas salaires. Ce qu'il faut, c'est l'appliquer de manière homogène. Donc, vous pouvez éventuellement fixer un plafond plus bas, c'est-à-dire décider que c'est à partir d'une rémunération en dessous celle de 3 fois le SMIC. 3 fois le SMIC, c'est le plafond maximal fixé par la loi. Vous pouvez descendre en dessous, mais bien viser tous les salariés qui sont en dessous de cette rémunération-là. Si vous faites des différences, vous risquez d'être en dehors de ce régime et du coup de ne pas bénéficier des exonérations liées à cette prime, qui sont notamment le fait que vous ne payez aucune cotisation, aucune contribution sociale sur cette prime de 1 000 €. Côté salarié, lui, il ne paye aucun impôt sur le revenu. Donc, c'est quand même une prime assez intéressante pour le salarié et pour vous aussi. Après, à voir en termes budgétaires, si dans le contexte économique, elle a vocation à s'appliquer et à être possible pour vos salariés qui touchent le moins et pour les salaires les plus bas. Très Donc, bien. cette prime, elle est exonérée dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire. Elle peut être relevée à 2 000 € pour les entreprises qui sont couvertes par un accord d'intéressement ou qui ont conclu un accord de valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne, seulement si vous êtes dans ces cas-là. La mise en place de cette prime, soit un accord d'entreprise, soit une décision unilatérale avec information préalable du CSE. S'agissant d'une mesure favorable aux salariés, vous pouvez effectivement tout à fait la prendre par DUE en informant le CSE, soit que vous la reconduisez si vous l'aviez déjà mise en place en 2019 ou en 2020, soit que vous la mettez en place en 2021. Ok. Alors ensuite, concernant le projet de loi climat et résilience, Oui. en quoi ce projet de loi impacte-t-il le droit du travail? Alors, l'impact est assez faible, si je puis dire des choses comme ça, sans compter que donc pour l'instant, on est sur un projet de loi donc, qui est en débat et que même ces mesures-là qui vous sont présentées sur cette slide, aujourd'hui, ont fait l'objet de propositions d'amendements. Donc, c'est même pas certain. Mais sur l'aspect droit du travail, cette loi climat, finalement, prévoit simplement d'intégrer dans les compétences du CSE la transition écologique et d'informer le CSE des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Dans votre banque de données économiques et sociales, votre BDES, qui va s'appeler BDESE pour Banque de base de données économiques, sociales et environnementales, vous devrez ajouter dans les informations dues aux délégués du personnel ces notions sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
C'est encore quelque chose qui est à l'état de projet, qui est discuté, et c'est quelque chose qui est assez flou pour l'instant sur ce que ça va exactement comporter, sur ce qu'on va attendre des conséquences environnementales des activités d'entreprise. Je pense que pour l'instant, on est sur un premier jet et une première entrée de ce sujet d'environnement dans les compétences du CSE, des délégués du personnel, et qu'on verra sans doute préciser ces notions-là et l'intérêt que ça a ultérieurement. Après, on vous précise aussi qu'au niveau des branches et au niveau de l'entreprise, il faut prendre les enjeux environnementaux en compte dans les négociations. Par exemple, dans votre accord de branche sur l'activité partielle de longue durée, on voit que c'est un réflexe que votre secteur a déjà, puisque dans les mesures pour préserver l'emploi face à cette situation, il y a le fait de favoriser la formation pendant ces périodes d'activité partielle de longue durée. Et votre branche a notamment bien mentionné qu'on pouvait particulièrement favoriser la formation sur tout ce qui était tourisme durable, responsabilité environnementale, s'agissant d'enjeux qui sont primordiaux et qui sont apparus plus importants dans les dimensions à venir du tourisme de demain. Et donc, il y a vraiment un accent qui a été mis dans votre accord de branche pour ceux qui relèvent de la convention collective des agents de voyage sur le fait que le droit à la formation pouvait particulièrement toucher ce domaine environnemental et le domaine du tourisme durable. Donc, la loi vous prévoit ça, mais votre branche est déjà consciente des enjeux environnementaux et de leur prise en compte, y compris dans les domaines du droit du travail. Très bien. Alors, autre thématique, l'égalité professionnelle homme-femme. Alors, quelles sont les obligations pour l'entreprise? Alors, donc là, on est sur une proposition de loi donc, qui vient de la part des députés, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et qui est en cours d'examen par le Sénat. Donc, il peut y avoir encore des modifications importantes. L'idée, c'est d'introduire des quotas pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Donc, avec une obligation de publier chaque année les écarts de représentation hommes-femmes parmi les cadres dirigeants et les membres d'instances dirigeantes. Donc, les cadres dirigeants, c'est les cadres qui ont des responsabilités qui impliquent une grande indépendance et une forte autonomie et qui ont les rémunérations les plus élevées de l'entreprise. Et les instances dirigeantes, c'est les organes chargés de la direction générale de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de montrer que, par exemple, au conseil d'administration de telle société, on a un écart de représentation avec 7 hommes pour 3 femmes. Donc, c'est des données qui vont devoir être publiées, avec du coup une évolution vers la nécessité d'une proportion minimale de chaque sexe qui était prévue de 30% au 1er mars 2026 et 40% au 1er mars 2029, avec 2 ans pour se mettre en conformité et une amende de maximum 1% de la masse salariale l'année précédente, si on constate que les quotas ne sont pas respectés. Donc 30% d'ici 2026, 40% d'ici 2029. Quelques autres avancées qu'on voit sur cette notion d'égalité dans ce projet, dans cette proposition de loi, l'obligation de verser le salaire d'un salarié sur un compte dont il est titulaire ou co-titulaire, c'est-à-dire pas sur le compte de l'époux, par exemple, à la place de sa femme, soit simplement sur un compte joint. L'obligation de communiquer à l'extérieur et en interne sur les mesures de correction adoptées en vue de se conformer aux indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, donc une obligation de publicité et de discussion sur ce qu'on fait pour éviter des écarts de rémunération pour des postes similaires entre les hommes et les femmes, et l'introduction de la possibilité pour la salariée enceinte d'effectuer les 12 semaines précédant son congé maternité en télétravail si c'est compatible avec ses missions, donc une instauration un peu plus ferme de la possibilité du recours au télétravail dans la période avant le congé maternité. Très bien. Alors, autre avancée en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, l'augmentation de la durée du congé paternité. Oui, alors ça c'est effectif puisque c'est à partir du 1er juillet pour toutes les naissances qui étaient prévues à partir de cette date-là. Vous avez une extension du congé paternité. Donc, on a une obligation de poser juste après la naissance les 3 jours de congé naissance, puis 4 jours de ce nouveau congé paternité. Et ensuite, dans les 6 mois suivant la naissance, vous pouvez poser 21 jours de congé paternité qui peuvent être fractionnés en 2 périodes d'au moins 5 jours. Donc, la manière de fonctionner, c'est qu'il faut informer minimum 1 mois avant la date prévue pour la naissance de l'enfant qu'il va y avoir une naissance et donc on va bénéficier à partir de cette date-là des 3 jours de congé naissance et des 4 jours de congé paternité, donc de 7 jours calendaires.
Et normalement, c'est 1 mois avant le délai de prévenance pour prendre les 21 jours de congé paternité supplémentaires qui, eux, sont facultatifs. Donc, en soi, les pères ne sont pas obligés de les poser. Par contre, ils sont obligatoires côté employeur. Si un père demande à en bénéficier, il le peut. Les bénéficiaires, c'est plus large que le père, puisque ça bénéficie aussi au conjoint, au concubin de la mère, même si l'enfant n'est pas le sien. Donc, il suffit de démontrer qu'on partage la vie en étant soit marié, soit en étant concubin, soit en étant lié à un PACS, à une personne qui attend un bébé pour bénéficier de ce congé paternité. Donc, bien les modalités que j'ai en fait déjà avancées. Donc, bien informer 1 mois avant la date de l'accouchement et après 1 mois avant la prise des congés. On rappelle qu'il y a une protection en matière de congé paternité qui existe aussi, pas que pour le congé maternité, avec une protection contre le licenciement pendant 10 semaines à compter de la naissance. Donc, cette protection, ça signifie que vous pouvez licencier une personne, un père, à partir de la naissance d'un enfant, que pour faute grave ou pour impossibilité de maintien dans l'entreprise liée à une situation économique, pour un licenciement économique. Donc, que dans ce moment-là, bien penser qu'il y a une protection aussi en matière de congé paternité. Très bien. Alors, on va passer à l'actualité jurisprudentielle, puisque la crise sanitaire n'a pas épargné le droit du travail. On va commencer à s'intéresser aux entretiens professionnels. Du coup, donc la date limite de réalisation des entretiens professionnels est reportée. C'est bien ça? Alors ça, on a déjà vu elle avait été reportée jusqu'au 30 juin 2021. Donc ceux de 2020 ont pu être faits jusqu'au 30 juin 2021. Vous avez 2 obligations en matière d'entretien professionnel. Vous avez l'obligation d'entretien professionnel tous les 2 ans, qui lui a vocation à faire vraiment une étape plus sur la manière dont se déroulent les fonctions, les attentes, les évolutions voulues par le salarié. Et on a une nouvelle obligation depuis 2014 de faire tous les 6 ans un entretien professionnel récapitulatif, où là, cet entretien professionnel a plus vraiment vocation à envisager les formations, l'évolution des compétences et à être vraiment axé sur cet axe formation. Donc, jusqu'à présent, on avait un article du Code du travail qui nous dit donc que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, si vous êtes en dessous, vous n'êtes pas concerné par la sanction. Vous êtes concerné par les obligations, mais pas par la sanction. Lorsqu'un salarié n'avait pas bénéficié pendant 6 années ni des entretiens prévus, ni d'une formation, il y avait une sanction qui est un abondement du compte personnel de formation par une amende versée par l'entreprise qui peut aller jusqu'à 3 000 € par salarié. Donc là, on a une interprétation qui est tombée en fin d'année de la part de la Cour d'appel de Paris qui lit cet article comme déclenchant cette amende que s'il n'y avait ni entretien, ni formation. Donc, c'est une évolution plutôt favorable aux employeurs dans la lecture, puisque, par exemple, il suffirait de démontrer que le salarié a bien bénéficié d'une formation depuis 2014, bien qu'on n'ait pas conduit l'entretien professionnel au bout de 6 ans récapitulatif, on échapperait à la sanction d'abondement de son compte personnel de formation. Prudence parce qu'il y a un pourvoi en cassation qui a été fait et prudence aussi parce que le contrôle de cette obligation-là liée à la formation, liée aux entretiens professionnels, peut être fait par les inspecteurs du travail ou les organismes chargés de la formation professionnelle par l'État et qui peuvent aussi avoir des lectures différentes de celles de la Cour d'appel de Paris. Donc, pas non plus se dire qu'on peut ne pas faire les entretiens, il faut mieux respecter effectivement ces obligations-là. C'est juste que si par hasard, à raison notamment des calendriers actuels, il y a des entretiens qui n'ont pas pu être menés, mais que vous avez bien fait bénéficier de formation, vous pouvez quand même utiliser cette jurisprudence pour éviter une sanction d'abondement du compte personnel de formation. Très bien. Alors, autre jurisprudence concernant les conventions de forfait jour. Alors ça concerne vos cadres, vos salariés qui ont une autonomie suffisante pour avoir donc un temps de travail qui n'est pas défini en heures mais qui est défini en jours. Vous savez que c'est un sujet qui donne lieu à beaucoup de décisions puisque quand on est en convention de forfait jour, il y a une vraie obligation quand même de suivi du temps de travail et de contrôle de la charge de travail parce qu'il faut absolument éviter que parce qu'on décompte son temps de travail en jours, les personnes en viennent à ne pas respecter la durée légale de repos, en viennent à faire des heures de travail pas possibles et qu'il n'y ait aucun contrôle de la part de l'employeur. Donc, il y a des risques d'illicéité de la convention de forfait jour s'il n'y a aucun suivi, aucun entretien annuel sur la charge de travail qui est obligatoire, donc chaque année à faire. Le salarié, en fait, peut introduire une action en demandant de dire que sa convention de forfait jour est privée d'effet et donc réclame le paiement d'heures supplémentaires.
On a une jurisprudence qui est intervenue en début d'année qui permet, dans ces cas-là, à l'employeur, pour une convention de forfait jour privée d'effet, de contrebalancer ce paiement dû aux salariés d'heures supplémentaires par le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention. Donc, c'est un contrepoids, entre guillemets, aux actions qu'un salarié peut faire lorsqu'il dit que la convention de forfait jour n'avait pas d'effet. On se place dans une fiction totale, on fait comme si effectivement il n'y avait jamais eu d'accord sur le fait que le temps de travail devait être décompté en jours avec une compensation de, par exemple, 10 RTT dans l'année. On fait comme si cette convention n'avait effectivement pas existé et donc on applique comme si on avait été avec un salarié aux 35 heures. La juridiction condamnera aux heures supplémentaires faites de la 35 heures, mais en contrepartie, le salarié n'avait pas le droit à des RTT puisqu'il était censé travailler simplement 35 heures et se faire payer les heures supplémentaires. Et donc, il doit rembourser à l'employeur le montant des RTT pendant une durée de 3 ans. Donc ça, c'est un contrepoids si vous avez des contentieux et des difficultés sur vos conventions de forfait jour, où vous pouvez contrebalancer le coût financier que représenterait une telle condamnation en demandant le remboursement des RTT. Le mieux étant d'appliquer ces conventions de forfait jour avec sérieux en ayant un vrai dispositif de suivi du temps de travail et en faisant bien chaque année un entretien annuel sur la charge de travail en gardant bien la trace. Très bien. On va s'intéresser maintenant aux accidents du travail. Oui, donc quand votre salarié est en accident du travail ou d'ailleurs en maladie professionnelle, pendant la suspension de son contrat de travail, quand il est en arrêt à raison de cette accident de travail, l'employeur en fait ne peut rompre le contrat de travail que pour faute grave ou impossibilité de maintenir ce contrat, c'est-à-dire pour un licenciement économique par exemple. On a une restriction supplémentaire qui a été posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2021, puisqu'elle ajoute en plus que non seulement ça doit être une faute grave, mais qu'en plus ça doit être un manquement à l'obligation de loyauté. Donc on a par cet arrêt une extension de la protection du salarié arrêté par accident de travail en limitant vraiment son licenciement à des faits commis avant son arrêt de travail et au seul manquement à l'obligation de loyauté du salarié. On est vraiment sur une lecture très stricte, donc attention, mener une procédure de licenciement contre un salarié qui est en arrêt pour accident de travail, c'est quelque chose de dangereux pour l'employeur avec des risques importants de nullité de la mesure prise puisqu'il bénéficiera de cette protection et que la sanction sera la nullité du licenciement prononcé contrairement à cet article, c'est-à-dire que vous devrez soit réintégrer le salarié et rembourser tous les salaires qui auraient dû être perçus, soit une indemnisation plus forte qu'en cas de licenciement injustifié. Donc, bien faire attention à cette protection en cas d'accident de travail. Okay, très bien. Alors, vous allez nous rappeler à nouveau l'importance d'être précis sur la rédaction des contrats. Oui, donc ça, c'est une jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence très récente, du 17 juin, qui concerne une agence de voyage et qui avait un contrat de travail avec une annexe qui fixait le bénéfice d'un bonus qui certes marquait que le bonus allait être délivré pour l'année 2015, mais que comme il n'y a eu aucune nouvelle disposition et que celle-ci n'était pas explicite sur le fait qu'elle ne s'appliquerait que pour cette année-là, la Cour d'appel considère qu'elle s'appliquait effectivement pour l'année d'après et que comme il était constant que le salarié avait atteint ses objectifs, il y avait lieu au paiement du bonus. Donc ça, c'est très important de faire attention aux mentions qu'on met dans les contrats et avenants au contrat de travail, et notamment pour tout ce qui est bonus, prime exceptionnelle. Soit s'il s'agit vraiment d'une prime exceptionnelle, le faire par décision unilatérale de l'employeur et bien cadré, soit si on la met dans un contrat ou un avenant, on la fait rentrer dans les dispositions du contrat de travail qui sont protégées et sur lesquelles on ne peut pas revenir sauf accord du salarié. Donc, si on veut circonscrire dans le temps l'application d'un bonus, il faut être très explicite sur le fait qu'on ne voulait absolument pas l'appliquer de manière systématique chaque année. Donc, attention à ça. Attention aussi, de toute façon, en matière même d'application sans texte et sans disposition dans le contrat de travail, on peut avoir, quand on répète quelque chose, un usage qui se crée et si on donne à peu près la même prime, un peu d'objectifs chaque année avec un montant similaire sans avoir fixé d'objectifs très précis et sans explication, on va commencer à avoir un usage qu'on doit verser chaque année le même montant.
Donc, si ce n'est pas ce que vous voulez, et si vous voulez que les bonus, les primes sur objectifs soient facultatifs, bien fixer des objectifs clairs et précis chaque année et bien préciser le cadre temporel dans lequel vous voulez appliquer votre prime ou votre bonus. Donc, soyez précis dans vos documents et évitez l'institution d'usage également. Alors, on poursuit avec la rupture conventionnelle. Oui, donc là, on est sur une jurisprudence de la Cour d'appel de Nîmes du 2 février 2021 qui concernait aussi une agence de voyage qui avait signé une rupture conventionnelle avec un salarié. Donc, le processus d'une rupture conventionnelle, c'est qu'on signe un formulaire CERFA avec son salarié. Ça suppose un accord commun tant du salarié que de la société pour la rupture du contrat. Et ensuite, après un délai de rétractation, on envoie sa convention à l'inspection du travail, à la directe, pour qu'elle homologue la rupture du contrat de manière amiable. Donc là, on était allé au bout de ce processus avec une rupture signée le 6 décembre 2019 et une homologation le 2 décembre 2019. Or, juste après, la société se rend compte que le salarié avait commis des faits qui relevaient d'une qualification même pénale, avec des irrégularités importantes avoisinant les 10 000 euros qui sont révélées dans un audit financier. Et du coup, la société a voulu rétro-pédaler en disant bah non, finalement, pas de rupture conventionnelle, mais licenciement pour faute grave et je verse aucun montant. Et là, elle est sanctionnée par la jurisprudence puisqu'elle ne peut pas revenir sur le consentement donné. Donc, on dit bien que la société n'invoque pas un vice de consentement concomitant à sa signature, mais invoque des éléments postérieurs. Donc, elle est légitime à poursuivre sa plainte dont elle fait état et à plaindre, à poursuivre l'aspect pénal contre ce salarié. Par contre, elle ne peut pas, après homologation de la rupture conventionnelle et fin du délai de rétractation, venir dire ah ben non, finalement, j'ai pas voulu de rupture conventionnelle, j'ai voulu un licenciement. Donc, en matière de rupture conventionnelle, primauté au consentement donné, ça vaut aussi côté salarié. N'ayez pas trop peur des ruptures conventionnelles tant que vous avez des traces écrites du fait que le salarié, on ne lui force pas la main et qu'il le veut bien, qu'il y a bien l'entretien préalable à la rupture conventionnelle, la signature du document. Il y a un délai de 15 jours pour d'essayer de se rétracter si même après la signature, on voulait se dire bah non, finalement, c'est pas ce que je veux, qui vaut des deux côtés. Et ensuite, on part vers l'homologation. Donc, on a un vrai processus avec un encadrement du consentement. Si on va au bout de ce processus, que ce soit côté employeur ou côté salarié, la jurisprudence, elle admet quasiment jamais de vice de consentement. Elle considère que vraiment les délais qui sont laissés, l'entretien qui sont laissés permettent d'exprimer très clairement son consentement à la rupture et à la somme pour cette rupture. Et donc, ça ferme la porte côté employeur et côté salarié à toute discussion sur le sujet de la rupture du contrat. Par contre, ça laisse ouvert des discussions s'il y avait un sujet de temps de travail, une autre difficulté d'exécution du contrat, où là, le salarié, lui, pourrait introduire une action. Et là, par exemple, dans cette hypothèse, la société qui découvre des malversations qui avoisinent les 10 000 euros peut continuer une plainte pénale contre son ancien salarié. La rupture conventionnelle n'est pas du tout une interdiction de poursuites et d'éventuels contentieux entre les parties. Ça solde juste la question de la rupture du contrat avec vraiment une importance au consentement et au processus pour attester de ce consentement. Très bien. Alors, vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure. Quelle jurisprudence pour le congé maternité? Oui, jurisprudence donc, de la Cour d'appel de Paris, cette fois du 2 mars 2021, qui concerne aussi une agence de voyage. Mais qui concerne aussi tout employeur, de faire attention à la discrimination possible au retour du congé maternité ou paternité, puisque ça vaudra aussi. Bon, il est quand même s'il a été étendu, il reste plus court, donc les risques sont quand même plus faibles de se retrouver dans cette situation-là. En soi, vous avez le droit en tant qu'employeur, au retour de congé maternité, que la salariée ne retrouve pas son emploi. Dans ces cas-là, elle doit retrouver un poste similaire. Il est possible que pour des raisons d'organisation de l'entreprise, d'évolution de l'activité, pendant son absence, il y ait une redéfinition de l'organigramme qui fasse qu'elle ne retrouve pas le poste exact. Il faut que la loi dit bien qu'elle doit retrouver un poste similaire. Un poste similaire, ça veut dire avec une même rémunération, un même niveau de responsabilité et des tâches assez similaires. Donc, attention que la simple même rémunération ne suffit pas, il faut vraiment un même niveau de responsabilité et d'importance dans les tâches.
Là, on a une restriction supplémentaire qui est posée par la Cour d'appel, c'est qu'elle dit oui, la loi vous permet de proposer un poste similaire à votre salarié à son retour de congé maternité, mais il faut le justifier. C'est-à-dire que la priorité donnée à l'employeur doit être de remettre la salariée à son poste, de la réintégrer à son poste précédent. Pour justifier qu'on donne un autre poste, il faut expliquer pourquoi. Donc, il faut être capable objectivement d'expliquer pourquoi il y a une réorganisation de l'entreprise pendant cette période-là, pourquoi elle est basculée vers tel autre poste. Et là, en l'espèce, il n'y avait aucune explication et donc on a considéré que la salariée avait été victime de discrimination et que ce changement de poste révélait une discrimination à raison de son absence pendant son congé maternité. Donc, vigilance au retour de congé maternité sur le fait que le principe, ça reste vraiment la possibilité de retrouver le même poste et que c'est vraiment qu'en cas de raison objective et sérieuse qu'on peut proposer simplement un poste similaire. Très bien. Alors, dernier point donc, sur le licenciement économique. Oui, donc jurisprudence, cette fois-ci la Cour d'appel de Toulouse de février 2021, qui concerne aussi une agence de voyage et l'application de votre convention collective des agences de voyage et de tourisme. Où, donc, quand on en vient à un licenciement pour motif économique, donc on a vu que normalement vos secteurs, avec l'accord qui a été signé pour l'activité partielle de longue durée, n'interdit pas les licenciements économiques, mais doit vraiment les considérer comme étant le dernier recours en cas d'aggravation vraiment très substantielle de la situation économique par rapport à ce qui a pu être authentifié et à ce que peut aider l'activité partielle. Donc, si vous devez en venir à un licenciement économique, ça ne concerne pas forcément tous les salariés. Et donc, quand ça doit concerner que un certain nombre de salariés, on va appliquer ce qu'on appelle des critères d'ordre de licenciement. Ceux-là vont être définis soit par un accord collectif, soit par la convention collective. Et ces critères d'ordre vont être appliqués dans une même catégorie professionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'au sein d'une même catégorie professionnelle, on va traditionnellement prendre comme critère d'ordre l'ancienneté, parce qu'on va considérer qu'une personne plus âgée aura plus de mal à se réintroduire sur le marché de l'emploi. On va prendre en compte le nombre d'enfants à charge pour considérer que le préjudice, s'il y a une perte d'emploi, sera plus important dans ces cas-là. Il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui vont être pris en compte pour faire un ordre de licenciement économique. Cet ordre-là, il vaut que pour une même catégorie professionnelle. Donc là, on voit l'importance de la convention collective et de la définition des emplois dans celle-ci, puisque ici, on avait une salariée qui reprochait le fait qu'elle avait été visée par le licenciement économique, alors que pour elle, ça aurait pu être une autre salariée qui était chargée de la qualité avant départ. Celle qui a été licenciée a été responsable de service cadre du groupe F, selon votre convention collective, et celle avec laquelle elle voulait être comparée était responsable de groupe assimilé cadre du groupe E. Et pour différencier les deux comme deux catégories professionnelles différentes, la Cour retient bien votre convention collective où les cadres du groupe F, eux, ont un degré d'autonomie supérieur avec une délégation permanente de responsabilité qui se distingue donc bien du groupe de cadres de niveau E qui, eux, ont simplement une délégation limitée avec une autonomie qui repose sur une délégation plus définie. Donc, on a déduit de cette présentation dans la convention collective le fait que les cadres du groupe E et du groupe F étaient bien deux catégories professionnelles différentes. Donc, en soi, on n'avait pas à comparer l'ancienneté, les charges de famille de Madame X et Y, pour reprendre l'anonymisation, parce qu'elles étaient dans des catégories professionnelles différentes. Donc, importance, si vous devez malheureusement en venir à des licenciements économiques et qu'il y a des critères d'ordre à mettre en place, importante des grilles de votre convention collective pour traduire ça en catégories professionnelles au sein desquelles vous pourrez définir les ordres et les personnes qui seront visées malheureusement par une mesure de licenciement économique. Très bien. Je vous remercie, Maître, pour ces précisions. Ah, pardon. Alors. Ah bah oui, c'est bon, pardon. Je redonne la parole à Valérie qui va faire part des... On a une question. Oui, on a une question en fait concernant... Alors, est-ce cohérent de verser la prime Macron avec le chômage partiel en cours? Alors, ce ne sera pas interdit en soi, il n'y aura pas d'invalidation de votre activité, d'être dans le cadre de l'activité partielle, hein, mais effectivement, il peut y avoir une incohérence économique plus que juridique qui fait que si on est dans des mesures pour le maintien de l'emploi,
ce qui est le cadre de l'activité partielle de longue durée et de l'accord qu'il y a pour votre branche ou que vous pouvez négocier avec l'entreprise. On fait quand même tout pour être absolument dans le maintien de l'emploi et sauver les emplois. Et donc, il est possible qu'économiquement, soutenir les salaires les plus faibles cette année avec une prime de 1 000 € soit incohérent économiquement par rapport à la situation. Juridiquement, il n'y a pas d'opposition entre les deux, il ne vous sera pas reproché. Dans les engagements en activité partielle de longue durée, il y a un engagement, par exemple, pour que les cadres dirigeants, les mandataires sociaux et les actionnaires, eux, s'accordent des rémunérations minorées par rapport à la situation économique. Donc ça, il y a des engagements pour eux, mais il n'y a pas d'engagement à ne pas verser cette prime pour le pouvoir d'achat pour les salaires les plus bas. C'est quand même possible. D'accord. Donc là, c'était la seule question qu'on avait. Parce que votre présentation était très claire, donc c'est pour ça on n'a pas beaucoup de questions. Ismaël, je crois qu'on n'en a pas d'autres, mais oui, non. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Merci à vous et puis à très bientôt. Voilà. Merci. Merci à vous pour votre écoute et au plaisir d'éclairer le secteur pour toutes ces questions de droit du travail. Et on aura d'autres. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.